Bonjour à toutes et à tous. Je suis Stéphane Humal, je suis le directeur général de la société Vivaltis Phoenix. Soyez les bienvenus. Je suis accompagné ce soir de Julie Perrin. Bonsoir Julie, je te laisse te présenter. Bonsoir à tous, donc je suis Julie Perrin, je suis kinésithérapeute spécialisée en pelvipérinéologie depuis maintenant 16 ans. Je suis cofondatrice du pôle santé de la Nartassière, qui est un pôle santé femme-mère-enfant. Je suis aussi formatrice et du coup, je suis aussi cofondatrice d'Epion Formation, un centre de formation dans le domaine de la pelvipérinéologie. Ma mission, améliorer concrètement la qualité de la vie des femmes. Et pour ça, j'adore associer la thérapie manuelle à différents outils innovants qui vont venir affiner, objectiver et potentialiser notre prise en charge. Et ce soir, je vais vous partager un cas clinique concret avec du coup l'utilisation de cette nouvelle sonde Tulip qui va nous permettre de mettre en évidence son intérêt. Donc on va voir avec elle comment on peut affiner une analyse, comment on peut objectiver des déséquilibres, parfois invisibles à l'examen clinique seul, et surtout optimiser notre stratégie thérapeutique. Super, merci Julie. Et donc nous serons accompagnés aussi de l'excellentissime docteur Ndongo. Je te laisse te présenter, docteur. Bonsoir à toutes et à tous. Bonjour de l'autre côté pour Section Canada. C'est avec un grand plaisir. Je suis le docteur Ndongo Abdalahi, gynécologue obstétricien depuis 20 ans. Je suis aussi un passionné de la prise en charge des troubles de la statique pelvienne. En réalité, ça fait aussi 20 ans en parallèle avec ma spécialisation de gynécologie obstétrique que je commençais à m'y intéresser pour cette prise en charge non évasive. Aujourd'hui, eh bien, c'est un grand plaisir à nouveau, notre première live 2026. Et surtout, autour de moi, il y a Julie. Et on va essayer, bien sûr, de l'écouter. On posera des questions par rapport au cas clinique qu'elle va nous présenter. Et je serai là également pour répondre à toutes vos questions, vos thématiques qui touchent cette sphère de la pelvipérinéale qui nous intéresse tous. Donc, avec un grand plaisir, pour le début de l'année 2026, il y aura bien de choses qu'on va essayer de partager pour ce soir. Merci à toi, docteur. Comme nous l'avons promis au dernier webinaire, ce soir, les participants à ce live pourront vous poser à tous les deux des questions thérapeutiques. Vous y répondrez, puisque c'est vous les thérapeutes, vous y répondrez dans la troisième partie de ce live. Dans une première partie, je vais donner les dates et les lieux de formation pour nos ateliers pratiques en région avec la sonde Tulip. Peut-être, docteur, tu veux expliquer quel est le contenu de ces formations? Merci Stéphane. Alors, c'est vrai que depuis que la sonde Tulip, cette fameuse sonde, est sur le marché, on le voit bien avec Julie, eh bien, il y a eu pas mal de questions. Ce qui fait que ça fait une année déjà, depuis presque, que je me suis intéressé pour cette sonde, et ça fait quelques mois qu'elle est déjà sur le marché. Ce qui est intéressant, eh bien, j'ai déjà fait un atelier pratique dans nos locaux à Montpellier concernant cette même sonde Tulip, et d'ailleurs, qui a eu beaucoup de succès. Les thématiques ont été mises à plat. Eh bien, cette sonde Tulip est spécifique, certes. Elle va permettre, non seulement, on le verra même avec Julie, je ne vais pas aller dans le détail, mais durant ces ateliers pratiques, vous aurez la possibilité non seulement de voir comment on pose la sonde, comment on retire la sonde, donc dans quel contexte on peut travailler manuellement avec cette sonde à l'aide de 4 types de simulations, sans aller dans les détails. On verra aussi en mode biofeedback dynamique. Et surtout, il faut rappeler, on parle de la rééducation périnéale des troubles de la statique pelvienne qui sont majoritairement majorés en dynamique. Eh bien, cette sonde Tulip, par sa forme, par ses électrodes profonds et superficiels, elle nous donne pas mal d'éléments. Je ne vais pas aller dans ces débats-là, on le verra déjà avec la démonstration de Julie. Et vous verrez dès aujourd'hui, et celles ou ceux qui étaient sur notre premier webinaire avaient vu que cette sonde, elle peut vraiment nous permettre de voir ce qu'on n'arrive pas à toucher manuellement et surtout de faire apparaître, zoomer, ce qu'on croyait que c'était autrement. Et surtout, ça va nous permettre d'avoir un diagnostic fonctionnel et surtout, ça pourra aussi orienter notre prise en charge. Donc, ces ateliers, le tour de la France en région et dans différentes villes, ça sera une opportunité de se rapprocher de vous,
de vous l'apporter, de vous montrer comment on peut l'optimiser et surtout comment elle peut s'intégrer dans notre propre prise en charge. Je ne suis pas en train de dire qu'elle va changer votre façon de travailler, mais au contraire, ça sera un puzzle de plus pour prolonger la main du thérapeute, car l'électrothérapie, ce n'est que la prolongation de la main du thérapeute, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc, on aura l'opportunité, lorsqu'on sera dans votre ville, dans votre région, venez nombreux pour participer à ces ateliers. Je vous assure, tous les participants sont rentrés satisfaits et pourquoi pas vous. Donc, pour ne pas aller dans le détail, on le verra en région. Et je suis là aussi pour répondre aux questions dans la troisième partie, comme Stéphane l'a déjà souligné. Je crois que Julie a préparé une fiche pratique sur l'évaluation en biofeedback faite donc par Epion et Julie, et vous recevrez donc cette fiche pratique. Alors, on commence par les dates des tournées en France. On démarre le 14 mars à Brest. La formation est déjà presque complète, je crois qu'il reste 2 places. Le 28 et le 29 mars à Montpellier, dans nos locaux chez Vivaltis, une formation de 2 jours sur les appareils Phoenix et puis évidemment avec la sonde Tulipe. Le 11 avril, nous avons une formation pratique anorectale avec Hervé Assouline, notre formateur spécialisé expert, toujours à Montpellier. Le 25 avril, donc atelier pratique avec la sonde Tulipe à Bordeaux avec toi, Dr Ndongo, et Claire Escoffier d'Alzheimer. Le 6 juin, 2 formations, une en Alsace à Bulle de Soins avec toi, Dr Ndongo, et Laura Murer. Et le 6 juin également à Montsartou, chez Epion Formation avec Julie Perrin. Le 13 juin à Marseille, formation aussi pratique, atelier sonde Tulipe avec Hervé Assouline. Et le 27 juin à Paris avec le docteur Ndongo dans les locaux de l'IPPP. Nous sommes en train de finaliser les dates pour Lille, Lyon, Toulouse, Limoges et Orléans. Et si d'aventure, l'assistance, il y a des personnes qui sont intéressées pour monter une formation dans une autre ville, n'hésitez pas à nous en faire part, soit dans le groupe WhatsApp ou par message dans le live actuel. Après, j'ai 2 annonces importantes également à vous faire. La première, c'est la thématique de notre prochain webinaire et la date. La date, ça sera le 1er avril. Ce webinaire portera sur notre étude clinique Incontilib, réalisée sous ta direction, Dr Ndongo, et opérée par le pôle santé de Nartassière. Et cette étude clinique vous démontrera les bénéfices cliniques prouvés et réalisés sur des femmes souffrant d'incontinence urinaire. Et vous verrez toute la prise en charge de la symptomatologie et bénéfices cliniques apportés aux patients. Je pense que c'est intéressant. Ça concerne, il me semble, 20 ou 25% des femmes sur cette planète. Le deuxième thème du webinaire qui sera lui le 3 juin, ce sera l'endométriose. Toujours avec toi, Dr Ndongo, puisque il me semble que tu peux peut-être en parler 2 secondes, un webinaire en Pologne sur ce thème-là, et il y a eu un intérêt très fort. Oui, c'est vrai que l'endométriose, comme vous le constatez, ces 2 dernières années en France en particulier, on en parle très souvent. L'HAS a aussi donné plusieurs directives. Plusieurs sociétés savantes s'y intéressent. C'est une pathologie qui est compliquée, qui est très compliquée et qui nécessite une prise en charge pluridisciplinaire. Et ça serait intéressant aussi de s'y pencher sur les techniques de rééducation non invasive. Comment on peut aussi améliorer la qualité de vie de ces jeunes patientes, malheureusement, qui parfois doivent attendre 5 à 10 ans avant que le diagnostic soit tombé. Nous connaissons autour de nous pas mal de personnes qui souffrent de l'endométriose. Ces patientes ont un parcours de vie qui peut pourrir la vie de nos jeunes patientes, même celles qui ne sont pas en période de ménopause. Donc, pour vous dire qu'avec tous les dégâts d'infertilité, la vie, les études, bref, c'est hyper important qu'on parle de ces sujets. J'ai déjà fait un webinaire pour nos amis de Pologne, c'était en anglais, et pourquoi pas en français. Et ça sera le 3 juin, et je suis prêt pour partager avec vous. Merci à toi. Je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet.
Julie, je te laisse la main pour exposer ton cas pratique. Super. Donc, c'est une patiente que j'ai reçue en bilan le 5 janvier 2026, donc une patiente de 37 ans qui avait eu donc 2 grossesses et 2 accouchements par voie basse, sans complications, des simples égratignures. Elle ne présente pas d'incontinence ni urinaire, ni rectale, ni au gaz, ni de pesanteur. Il n'y a pas d'antécédent de trauma. Je fais juste une parenthèse là-dessus, mais je vous rappelle que ça, c'est vraiment indispensable aussi de le demander au bilan. Et en fait, elle vient me voir pour avoir un avis sur une douleur résiduelle dans l'aine droite à la course à pied depuis plus d'1 an. Donc, elle a vu différents professionnels de santé qui s'orientent potentiellement du coup vers un problème gynéco. Donc, on me demande mon avis, en sachant qu'il y a l'examen en fait clinique, et on va reparler de cet examen postural. Cette patiente a une bonne dynamique respiratoire. Donc ça, c'est déjà une bonne chose et c'est aussi très rare. Mais cette patiente a une bonne synergie en apparence de périnée-abdo-posture. Je n'ai pas d'inversion, en tout cas de commande. Mais à l'examen debout, parce que c'est très important. En fait, les patientes, elles viennent pour une problématique de la zone périnéale, mais comme je dis, on ne se jette pas sur les périnées. On prend la patiente dans sa globalité. Donc, ça va être important de la mettre debout, de lui demander aussi donc de respirer pour vérifier cette synergie. Et en fait, bien sûr aussi que debout, on regarde son analyse de la tête aux pieds. C'est-à-dire qu'on va aussi regarder ce point d'entrée des pieds. Et là, en fait, en visu, j'observe que j'ai un affaissement de l'arche interne du pied droit. Donc en fait, en général, pour faire ressentir aussi à la patiente cet affaissement de l'astragale, ça m'arrive de me mettre en chaussette pour caler un petit peu son pied, pour voir aussi un petit peu ses sensations. Donc, en fait, ça, je le note, je le remarque, je le mets dans mon dossier et je me dis, on verra par la suite. Je réalise aussi, avec évidemment son consentement, un examen gynécologique. Et là, je m'aperçois que j'ai une tension du muscle obturateur à droite, avec du coup cette tension qui est vraiment extrêmement présente, sensible et douloureuse. Donc, j'ai effectué sous thérapie, avec ma thérapie manuelle, assister de la radiofréquence, puisque, comme je dis, en fait, en 2026, c'est chouette d'avoir des outils qui viennent potentialiser ce que nous souhaitons faire avec nos mains. Donc, j'ai réussi en thérapie manuelle à faire ce lever de tension. Donc, en fait, en fin de séance, la patiente se remet debout, elle se sent beaucoup mieux. Donc, on se dit, bon, bah, peut-être que ça va rester ainsi. Donc en fait, petite notion très importante, merci encore à Monsieur Georges Billard pour cette diapo qui est présente dans ma salle, dont je me sers pour expliquer aux patientes, puisqu'on le redit aussi, mais pour que les patientes intègrent les protocoles de soins, c'est très important de les éduquer et de leur expliquer. Et comme vous le voyez bien, en fait, si on a un affaissement du pied, ça peut entraîner du coup des conséquences sur tout le segment jambier et en fait au niveau bassin, avec du coup une répercussion musculaire. Donc bien sûr, nous avons tous des différences individuelles de longueur de membre, de posture, etc. Après, il faut voir les conséquences. Donc là, en fait, j'avais visualisé quelque chose. Sous thérapie manuelle, j'avais réussi à rectifier la problématique. Donc la question, c'était de se dire, est-ce que ça va tenir dans le temps? Quand elle est revenue le 15 janvier, l'examen gynéco, la tension est totalement revenue. Donc là, dommage, mais du coup, ça veut dire justement, on a toujours quelque chose qui vient malheureusement nourrir cette problématique. Pour moi, c'était cette entrée par le pied. Donc du coup, j'ai effectué une téléexpertise avec un podologue posturologue qui est Romain Duprat. Petit aparté aussi, les kinés, pensez aussi à faire des téléexpertises si vous voulez. Je vous réexpliquerai comment faire puisque c'est bien aussi de les doter. Il me répond qu'il y a 1 an, il y avait un affaissement du pied droit avec une hyporéactivité du bord externe, qu'il avait tenté de stimuler sans résultat le pied, car il y avait encore une esquive de la zone. Donc du coup, il a utilisé la mécanique et donc de l'épaisseur pour amener le pied à poser sur le bord externe. Il a fait donc son nécessaire par rapport aux indications aussi que avait données. Et quand elle revient le 26 janvier en consultation, elle a une seule semelle. Donc c'est très intéressant, uniquement du côté droit. Et donc grâce à cet nouvel outil,
eh bien, on a pu bilanter, vous allez voir, de manière très intéressante. S'il y a besoin, on vous réexpliquera après le branchement avec les moyens mémotechniques par rapport à la tulipe, au pétale, à la tige, etc. On reverra ça après sans aucun problème. Ce qui va être intéressant, c'était début janvier, donc j'étais encore en mode Noël, comme vous pouvez le constater. Donc en fait, j'ai fait un biofeedback gauche-droit. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait un branchement gauche, un branchement droit. À 19h18, je lui ai dit, allez, on ne met pas les semelles. Évidemment, elle était en position debout, puisque le travail se fait en position fonctionnelle. Et donc, on s'aperçoit que du coup, ce côté gauche, ce côté droit, on voit qu'il y a une asymétrie. C'est tout à fait notable. Et ce qui a été très intéressant, c'est que du coup, je lui ai dit, maintenant, on met la semelle qui venait d'être faite. Du coup, à 19h20, 2 minutes après, je lui ai juste demandé de mettre sa petite semelle et regarder ce qu'on a pu objectiver. Du coup, on a vu une amélioration des courbes, d'accord, du côté où il y avait eu la semelle, mais qui nous a permis aussi en plus de potentialiser le côté opposé. Donc en fait, cette évaluation, elle était formidable, puisque du coup, elle nous a permis vraiment de différencier en visuel pour aussi que la patiente le voit et puis moi pour pouvoir le quantifier en sachant qu'on va pouvoir être dans le temps, on va pouvoir superposer aussi pour voir l'évolution. On a vu en fait tout l'intérêt de cette évaluation gauche-droite qui jusqu'alors en fait on ne pouvait pas le faire avec des sondes comme celle-ci, c'était pas possible. Donc grâce à cela, on a pu avoir ces courbes. Qu'est-ce que j'ai fait en plus? J'ai fait aussi une stimulation analytique pour l'aider en fait à avoir cette perception latéralisée, puisque comme l'avait expliqué Romain Duprat, en fait, il y avait une esquive de la zone au niveau cérébral, donc du coup de pouvoir aussi faire une stimulation analytique optimisée d'un côté ou de l'autre, ça aussi c'est une innovation et ça nous permet vraiment en fait d'aller plus loin dans notre prise en charge. Je lui ai demandé évidemment de fermer les yeux pour justement qu'elle arrive aussi à mieux intégrer les sensations. Et donc du coup à 19h34, j'ai refait un petit biofeedback libre et vous voyez qu'en plus on a pu optimiser encore les courbes grâce justement à cette stimulation analytique. Donc j'avais décidé de la réévaluer que dans 15 jours, puisque vous le savez que, en fait, il faut toujours laisser aussi le temps, comme je dis, au cerveau de la patiente de prendre conscience des nouvelles sensations. Il ne faut pas aller plus vite que ça. En consigne donnée, elle avait un automassage de la zone périnéale à faire pour le faire en pleine conscience, en fait, sentir ces sensations gauche-droite. Et donc, du coup, elle avait aussi des petits exercices de contracter-relâcher à effectuer dans son quotidien. Elle est revenue en suivi le 13 février. Entre-temps, j'étais passée en mode printemps sur mon écran ludique. C'est quand même très appréciable de pouvoir changer et c'est toujours aussi bien apprécié des patientes. Et donc, du coup, on se rend compte qu'en fait, au 13 janvier, on a une nette amélioration. La patiente, du coup, en plus, a pu recourir et même là, je l'ai fait trottiner dans la salle, etc., avec une mise en situation de sa problématique. Et en fait, on se rend compte qu'on a une très nette amélioration. C'est ça qui est très encourageant, qui est du coup maintenant quantifiable et aussi, comme je le dis, visible aussi bien par la thérapeute que par la patiente. En conclusion, sans la sonde tulipe, certaines problématiques ne seraient pas visibles. On ne pourrait pas en fait quantifier tout ça. Vous voyez que les courbes de droite, qu'est-ce que c'était comme courbe? C'était à la deuxième séance sans semelle où j'avais juste fait périnée profond, périnée superficiel. Si on s'arrêtait à ça, ou si on s'arrêtait en fait à ce qu'on faisait jusqu'alors, on aurait eu un examen en fait de quantification qui nous aurait paru normal. Or, il y avait une énorme asymétrie. Vraiment un nouvel allié de notre bilan postural, puisque au-delà de l'examen debout et de l'examen gynéco, il y a déjà ce feedback visuel pour la patiente, avec en plus cette possibilité de stimulation analytique. Il y a donc une meilleure compréhension avec en fait une adhésion au protocole de soins. Et c'est ça aussi qui est super puisque comme aussi l'a redit Dr Ndongo, en fait ce qui compte aussi c'est cette prise en charge pluridisciplinaire. Ça m'a permis aussi de féliciter quand même le posturologue podologue qui avait fait un super travail et même lui du coup était très content de voir cette évolution. Vraiment ce nouvel allié qui nous permet
permet du coup de différencier plan profond, plan superficiel, côté gauche, côté droite, qui va nous permettre aussi d'optimiser avec la mise en place du muscle transverse. Vous le verrez aussi tout au long en fait de l'année quand on exposera différents cas cliniques pour différentes pathologies, que le début d'une grande aventure avec cette sonde Tulipe. Je me permets juste de répondre à la question que j'ai vue aussi. Éraillure. Voilà, et éraillure. Donc en fait, une éraillure, c'est juste en fait une micro-déchirure. C'est-à-dire que c'est une sorte de petite égratignure. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas eu de lésion du périnée profond, il n'y a pas eu de point. En général, on laisse comme ça pour laisser cicatriser. C'était aussi donc pour montrer qu'il n'y avait pas eu de problématique en fait particulière à l'accouchement. Alors, il y a aussi une question, je vois, de Nathalie, qui nous demande comment on rajoute le transverse abdominal. Vous avez en fait, sur ce pod, vous avez donc 4 voies. Donc en fait, vous allez très bien pouvoir brancher, si vous le souhaitez, une voie, admettons la voie verte. Alors après, c'est par convention. Moi, quand je fais 2 voies, je branche toujours le périnée en fait sur la voie verte et les abdominaux sur la voie jaune. Pourquoi je fais ça? Parce que même si, bien entendu, les programmes dans le Phoenix Vivaltis vous permettent de les renommer, en fait, par convention, je sais toujours que mon premier terme, la voie verte, et mon deuxième thème, ça sera la voie jaune. C'est-à-dire que si je fais aussi une évaluation gauche, coupole droite, position debout, eh bien, je sais, par convention, que du coup, c'est ma voie verte que j'aurai branchée sur ma coupole gauche. Donc, pour les abdominaux, si vous voulez faire par exemple plan profond, plan superficiel, donc on va revoir aussi le petit moyen mémotechnique parce que vous allez me redire ces fils qui est quoi. C'est comme une fleur. Les pétales sont au niveau des connectiques rouges. La tige dans la terre, c'est au niveau de la connectique noire. Donc en fait, si on veut faire le plan profond, on va prendre cette connectique rouge. D'accord. Je vous ai dit que par convention, je branchais toujours en fait le périnée sur ma voie verte et donc du coup sur ma voie jaune ici. Et donc du coup, on branche mes petites électrodes. On met au niveau du muscle transverse, on se met en interne de l'épingle iliaque antéro-sup et comme ça, vous pouvez faire votre double voie. Merci Julie. Alors j'ai 2 questions, je crois, sur ce cas. Est-ce que si tu enlèves la semelle, du coup, elle rechute? Alors, justement, non, c'est ça qui a été hyper intéressant. C'est que avec et sans semelle, là, j'ai refait le suivi le vendredi 13 et on a très peu de différence. Donc, en fait, la semelle, elle est là même que pour un temps. Et en fait, ça nous montre bien que c'est ce travail de proprioception, donc qui a été fait par la semelle, qui a été fait par la visualisation de la patiente et qui a été fait aussi via la stimulation analytique qu'on avait fait en position debout, pouvant en fait mettre une intensité différente sur coupole gauche et coupole droite. Oui, il faut surtout le dire d'abord. Merci infiniment Julie pour cette présentation. Elle est l'une des cas, on va dire, phares qu'on a l'habitude de voir en clinique. Déjà, la majorité de nos patientes ont une asymétrie pelvipérinéale. Pourquoi? Cette physiopathologie, déjà nos postures depuis notre enfance. Vous savez, à l'école, la plupart d'entre nous sont droitiers, d'autres sont gauchères. On a des postures sur la table qui sont penchées plus du côté gauche ou du côté droit. Deuxièmement, notre façon de marcher pendant ces années, à un moment donné, on va créer ces asymétries. Déjà, en tant que jeune, il y a notre deuxième phase de vie. Ces femmes, j'ai vu que votre patiente a eu 2 enfants, G2, P2, à la présentation. Pendant les grossesses, le fœtus n'est pas du tout symétrique. Il y aura un côté qui sera beaucoup plus lésé que l'autre, rien que la grossesse sous le plan abdominal. Ensuite, il faut ajouter l'accouchement en lui-même, quel que soit le mode d'accouchement, qu'il y ait une césarienne ou une voie basse. La tête du bébé ne va pas appuyer symétriquement du côté gauche que du côté droit. Et là, c'est le deuxième accouchement, etc. Donc, c'est une deuxième couche qui va s'ajouter. Tous ces éléments font que, en général, on est asymétrique. Sauf que, au début, on ne le voit pas parce qu'on est asymptomatique. Mais
ne pas avoir des symptômes ne veut pas dire qu'on est parfait. Cette patiente avait peut-être une dyspareunie, avait une douleur, etc. Ce qui fait qu'il y a une hypertension au niveau du côté droit, comme vous l'avez présenté. Et puis, ce n'est pas un hasard. On voit que cette patiente, c'est au niveau de son pied du côté droit qu'il y avait cet aplatissement de la voûte plantaire. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on a l'aplatissement de la voûte plantaire, rotation interne du genou, rotation fémorale, eh bien, il y a deux muscles majeurs qui sont directement liés à notre périnée. Et d'ailleurs, Julie l'a évoqué, il y avait une hypertonie de l'obturateur du côté droit. Pourquoi y a-t-il une hypertonie du côté droit? Mais c'est parce qu'il y a eu un aplatissement de la voûte plantaire du côté droit, rotation interne du genou, rotation fémorale, et le muscle obturateur interne, merci pour le schéma, obturateur interne et le piriforme, de ces côtés, ils seront tendus. Et comme ces deux muscles, surtout l'obturateur interne, est en pont avec le muscle releveur de l'anus. Et c'est au niveau de l'arc tendineux du fascia pelvien que nous avons cette membrane obturatrice, elle vient se joindre au muscle, le releveur de l'anus, et bien sûr du côté droit. Et donc, ce n'est pas un hasard que cette patiente avait une hypertonie du côté droit. Maintenant, on a vu que Julie a essayé d'abord de travailler manuellement, puis en radiofréquence, et puis après la séance, il y a une amélioration nette pendant la séance le même jour. Sauf que quand elle est revenue quelques jours plus tard, eh bien, elle a rechuté à nouveau. Et c'est là où Julie a fait appel au podologue. Et puis, cette podologue a travaillé la posture, a travaillé la semelle. Eh bien, cet intérêt de travailler en pluridisciplinarité, c'est qui fait que ça va permettre non seulement à corriger la posture globale, à réapprendre à cette patiente, à travailler analytiquement le couple stimulation et biofeedback qui va vous permettre on va dire, de reprogrammer cette proprioception, de prendre les bonnes manières. Bien sûr, cette patiente, si jamais elle retombe sur les mauvaises postures, les mauvaises manières, eh bien, tous les travaux que Julie a fait avec ses podologues, d'ailleurs, qu'il faut souligner, eh bien, on risque aussi de retomber dans les problèmes. Et c'est surtout, il ne faut pas oublier, c'est la porte au problème. Là, on a parlé d'hypertonie, de douleur, mais ça pouvait être aussi autrement. L'incontinence urinaire, parce qu'il y aura l'absence de réflexes d'anticipation à l'atout, les hyperpressions abdominales importantes, si elle avait aussi une diastasis associée, etc. Donc, vous voyez très bien, les symptômes que nous avons au niveau de la sphère pelvipérinéale, ce n'est que la résultante de ces déficits corporels au niveau de la partie haute du col. Ça pouvait être aussi une asymétrie des deux épaules. Et puis, les chaînes myofasciales, eh bien, comme tous ces muscles, en réalité, se croisent au niveau du périnée, eh bien, le périnée, ce n'est que le baromètre. Ce n'est que voilà, les symptômes vont sortir, ce n'est que le baromètre. Mais en réalité, l'origine peut être extra-pelvienne, mais les symptômes peuvent être plutôt pelviennes. Donc, si on doit traiter des pathologies ayant un déficit extra-pelvien, vous êtes d'accord, vous et moi, avec Julie, comme vous l'avez vu, eh bien, on doit faire appel aux autres. Et moi, il m'arrive très, très souvent, exactement, je fais tout souvent un bilan général gynécologique, mais corporel, qui me permet de voir la posture, les aplatissements de la voûte plantaire. Je n'hésite surtout pas de faire appel au podologue, d'adresser la patiente et après de retravailler au niveau analytiquement, que ce soit en stimulation, en biofeedback, manuellement, à l'aide de la sonde Julie, une stimulation gauche-droite différente, et pour arriver à un équilibre. Mais c'est un équilibre global, il n'est pas que pelvien. Donc, merci pour ces cas d'école et que je trouve qui résument l'essentiel pour nous tous et surtout cette valeur ajoutée des 700 tulipes, comme on a vu, elle peut nous permettre de mieux voir ce qu'on avait, on ne pouvait pas le voir ou on ne pouvait pas sentir et surtout analyser et accompagner cette prise en charge en temps réel et surtout les patients pourront aussi les voir. Ce n'est pas que nous, en tant que thérapeute ou médecin, mais c'est surtout la participation active de la patiente pour prendre les bonnes manières, les bonnes habitudes pour que cette rééducation reste pérenne. Donc, merci infiniment pour ces cas qui est extrêmement important et j'espère la plupart des personnes qui sont en ligne pourront en profiter et pourront s'y mettre. Et surtout, cet exemple est pratique et merci infiniment que on a beaucoup apprécié maintenant. On laisse le temps quand même. Si les personnes ont des questions, on pourra les répondre. Deux questions par rapport au cas et après, j'ai des questions très intéressantes pour toi, docteur. Alors, question pour Julie, qu'est-ce qu'une téléexpertise? Comment ça se passe?
Alors, une téléexpertise, en fait, la NGAP a été modifiée il y a quelques temps. Donc, en fait, via des outils sécurisés. Alors, il va falloir en citer plusieurs. Il y a, par exemple, la nouvelle solution de Doctolib qui s'appelle Doctolib Connect. Après, il y a d'autres plateformes comme Rofim ou autres qui le proposent. En fait, vous avez un onglet téléexpertise et là, vous sollicitez un professionnel de santé. Donc, en fait, vous avez le droit de solliciter à partir du moment où c'est un professionnel conventionné. Du coup, un podologue, posturologue rentre aussi dans cette case. Et donc, du coup, vous posez votre question et vous allez pouvoir coter cet acte, qui est un acte RQD et qui est coté 10 €. Donc, en fait, si vous avez besoin d'autres renseignements, il n'y a pas de souci, je pourrais vous faire une petite vidéo sur le groupe WhatsApp de Vivaltis où je vous ferai la démonstration en direct de comment coter. Et vous avez le droit à 2 cotations par an par patiente. Donc potentiellement, il y a 20 € par an par patiente de téléexpertise à pouvoir facturer. Donc, j'ai affiché une autre question. Quel travail à la maison tu as conseillé de faire à ta patiente entre tes séances? Alors, c'est ce que j'ai expliqué. Je lui avais demandé de faire de l'automassage, en fait, périnéal, tout simplement pour l'aider, en fait, à prendre conscience de cette zone. Alors, comme je dis toujours, cet automassage, c'est en pleine conscience, c'est pas devant la télé, c'est vraiment, on prend conscience de ses sensations tranquillement. Pour ce faire, vous avez des modèles anatomiques qui existent, par exemple, comme celui-ci, qui est super pour pouvoir bien montrer à la patiente, lui expliquer aussi comment faire, puisque les patientes, elles ont besoin d'être guidées et rassurées. Donc ça, c'est aussi chouette. Et je lui avais demandé plusieurs fois dans sa vie quotidienne de faire une sensation de contracter relâché. Tout simplement parce que la patiente, en fait, si elle ne fait rien durant la journée et qu'elle fait des exercices pendant 15 minutes le soir, ça va pas servir à grand chose. Il faut plein de petites répétitions pour justement l'aider à acquérir ces sensations. Et en fait, le périnée, comme je l'explique aussi, c'est comme un ascenseur, en fait, où la patiente de 0 à 10, bah, son muscle, il va rester au 8e étage. On ne peut pas redescendre du 8e au 0 d'un coup. Donc, en fait, on utilise les boucles neuromusculaires. Je leur demande de faire une ébauche de contraction. Une ébauche, pas une contraction maximale. On ne veut surtout pas renforcer. Mais dans la journée, je lui dis, bah, vous serrez, vous montez juste d'un petit étage et vous relâchez tout. Et en fait, avec cette sensation de relâchement, elle va se rendre compte qu'au final, elle n'était peut-être pas en fait sur son niveau de base qui était correct à la base, mais au fur et à mesure de le faire, elle va pouvoir s'en rendre compte. Et donc du coup, ces petits exercices aussi de contracter, relâcher se fait aussi pendant l'automassage pour aussi qu'elle prenne conscience de cette sensation et qu'elle puisse comparer le côté gauche et le côté droite. Et il n'y a pas de souci, j'ai vu aussi la question défiler. Oui, je vous mettrai les coordonnées pour ce bassin. Voilà. Et tu as une autre question, et puis après je vais passer à une autre question pour le docteur Ndongo, c'est est-ce que cette patiente avait également une constipation terminale? Alors, c'est une bonne question. Non, il n'y avait pas de constipation terminale. Je vous ai mis le bilan résumé, puisque si je vous avais mis toute mon anamnèse, je vous aurais malheureusement noyé. Mais non, il n'y avait pas de constipation terminale, mais bien évidemment, c'est essentiel et primordial de poser cette question lors du bilan. Alors, je vais afficher une question pour le docteur Ndongo. Je crois qu'il va se faire un très grand plaisir d'y répondre. Est-il préférable de faire de l'électrostimulation fonctionnelle en position allongée ou debout? Ça, c'est une question pour vous, cher docteur. Très bien. Alors déjà, l'électrostimulation, c'est juste l'imitation d'une dépolarisation des membranes. Alors, on doit commencer toute la rééducation pelvipérinéale dans les meilleures postures possibles. Donc, d'abord, allongé. Donc, par exemple, prenons les cas de Julie. Cette patiente avait une hypertonie du côté droit. Donc, Julie a utilisé le manuel avec la radiofréquence pour essayer de lever les premières séances, cette hypertonie. On pouvait travailler, bien sûr, manuellement à l'aide de la sonde-Philippe. On pouvait aussi lever cette hypertonie à l'aide de la stimulation tonolyse. C'est une stimulation à très très basse fréquence. La fréquence est entre 1 à 10 Hz. La largeur d'impulsion, c'est entre 150 à 400 microsecondes. Et donc, il faut augmenter l'intensité du courant jusqu'à l'obtention de petits battements, pas une forte contraction parce qu'on veut relâcher. À l'aide de cette stimulation avec la sonde Philippe en mode doigtier, on va directement du côté droit
Et puis, on va faire un massage. Donc, on va faire un massage de lever de la stimulation. Là, on est vraiment allongé. Vous voyez, c'est sur le confort du thérapeute et de la patiente. Et surtout, moi, je vais cibler cette zone hypertonique. Donc, on va faire un massage à l'aide de la sonde tulipe. Et puis, on accompagne cette stimulation. Voilà, on porte des gants, bien sûr. On va connecter, alors, j'en profite pour donner les plus de détails, exactement. On va connecter quelle voie? Connecter les pétales. Vous voyez, les pétales, des pétales. Et ensuite, vous connectez sur la branche, voilà, le côté périnéal. Merci, Julie. Et là, vous allez mettre du gel. Et puis, vous allez simuler de la tonolyse pour relâcher, allonger. Et puis, surtout, votre patiente ne doit pas rester passive. Vous allez lui demander de faire quoi? De respirer, essayer de se relâcher. Et en même temps, vous faites cette massage combiné à la stimulation relaxante allongée. Julie, vous avez évoqué aussi de la stimulation de renforcement analytique de côté gauche et du côté droit parce qu'il y a une asymétrie. Par exemple, le testing du côté droit était à 1/5, celui du côté gauche était à 3/5. Eh bien, elle va utiliser une stimulation de renforcement après avoir levé cette hypertonie. Elle va choisir une stimulation du côté gauche qui n'est pas forcément la même du côté droit. Par exemple, si elle était à 1/5, on mettrait une fréquence pour les fibres toniques à, par exemple, à 10 Hz avec une largeur d'impulsion autour de 600, par exemple, microsecondes, vers 600 à 700 microsecondes. Et par là, on va simuler le côté droit qui était à 1/5. Par contre, le côté gauche qui est à 3/5, on mettra à peu près pour les fibres toniques 20 Hz avec une largeur d'impulsion autour des 500 microsecondes. Mais tous ces détails des paramètres de stimulation adaptés, eh bien, c'est des choses qu'on fera lorsqu'on fera le Tour de France. On va donner beaucoup plus de détails. Mais là, c'est pour vous dire, oui, on peut travailler debout, on peut travailler allongé. D'abord, commencer par le meilleur confort. On peut mettre notre patiente debout, une petite stimulation et puis relais biofeedback. On n'est pas obligé de faire que de la stimulation. Et cette stimulation, alors, on parle toujours de la stimulation, c'est vrai que ça fait peur pour beaucoup de personnes qui ne sont pas très habituées. Ce que je voulais juste vous dire, la stimulation doit rester toujours confortable. Une stimulation ne doit jamais, jamais faire mal. N'importe quel type de stimulation, que ce soit une stimulation tonolyse de relaxation, la stimulation de renforcement des fibres toniques phasiques, la stimulation drainante, la stimulation antalgique du tense gate control, vobilé ou tense endorphinique, etc., etc. Toutes ces stimulations, on va chercher l'intensité adaptée et on doit toujours rester dans la sensation infradouloureuse, c'est-à-dire aucune douleur. La patiente doit rester toujours confortable, que ce soit allongée ou debout. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on envoie comme courant, quel type de paramètres en fonction de la patiente en face. Je vous remercie pour la question. Elle nous permet de parler un tout petit peu de la stimulation également. Merci. Alors, docteur Ndongo, petite question intéressante, puisque ça, il y a beaucoup de personnes qui nous posent cette question en vrai, Oui. sur le groupe et en privé. Est-ce qu'il y a des valeurs de référence en microvolts pour le plan profond et le plan superficiel? Alors, de très très bonnes questions. On ne peut pas donner des valeurs de référence pour les plans profonds et superficiels, mais par contre, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous, on fait toujours une évaluation manuelle, n'oubliez surtout pas. Et vous pouvez faire aussi une évaluation en mode biofeedback. L'évaluation manuelle de testing classique, Oxford modifié, nous permet par exemple de dire que cette patiente a un score entre 0 et 5. Par exemple, 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, jusqu'à 5/5. À partir de là, on a une idée sur le plan profond. Cette patiente, du côté gauche, son testing est à combien? Du côté droit, son testing est à combien? Sur le plan superficiel, quel est son testing sur les fibres toniques et phasiques? N'oublions pas le côté physiologique, fonctionnel, c'est-à-dire le plan profond est majoritairement fibre tonique, c'est-à-dire autour des 70 à 90%, c'est-à-dire que sur le muscle du plan profond, nous avons aussi une minorité phasique, c'est-à-dire entre 10 à 30%. Mais l'inversement, sur le plan superficiel, nous avons plus des fibres musculaires qui sont en majorité phasiques entre 70 et voire même à 90%. Donc nous avons aussi une minorité tonique sur le plan superficiel. Donc ce qui implique, si on doit être strictement là-dessus, il faut faire votre testing de fibres toniques sur le plan profond, mais surtout n'oubliez pas aussi les fibres phasiques du plan profond. De la même manière,
faites votre testing du plan superficiel des fibres toniques. N'oubliez surtout pas aussi les fibres phasiques qui sont majoritaires sur le plan superficiel. Une fois, nous avons une idée sur les diagnostics, on va dire testing musculaire force. À partir de là, on peut maintenant trouver analytiquement quels sont les paramètres de stimulation qui pourront être adaptés. On est d'accord, vous ne pouvez pas stimuler une patiente qui a un testing à 1 sur 5. Les mêmes paramètres ne peuvent pas être conformes à une patiente qui a un testing pour le fibre tonique de 4 sur 5. Et bien, tous ces détails, mes chers amis, c'est vrai qu'on est en live, on ne peut pas tout détailler ici, mais surtout, n'hésitez pas à venir. On va vous montrer à 1 sur 5, comme je l'ai démontré sur l'exemple précédent, quels sont les paramètres adaptés. Et surtout, vous saurez maintenant. Et puis, ce qui est intéressant, vous voyez, Julie, vous avez dit au début, il y avait une faiblesse, on nous a montré les courbes. Au fur et à mesure que Julie a adapté la posture, la semelle, vous avez vu que cette patiente a une amélioration. Donc, les premières séances que Julie avait faites au début du mois de janvier, les paramètres de stimulation qu'elle avait utilisés pour renforcer ne seront pas les mêmes qu'elle va utiliser pour le mois de février, etc. Donc, à partir de là, au fur et à mesure que votre patiente évolue, au fur et à mesure que vous faites le traitement global, hein, je ne parle pas du traitement que de la stimulation, la posture, le lever d'hypertonie, vous travaillez sur la relaxation, la respiration, la synergie abdominopelvienne, eh bien, tous ces travaux de qualité que vous faites quotidiennement va vous donner une amélioration globale périnéale. Et c'est au fur et à mesure qu'il y a cette courbe d'amélioration que vous allez aussi adapter vos paramètres, non pas seulement de stimulation, mais également vos paramètres de biofeedback, car on doit augmenter la difficulté en fonction de l'évolution progressive de cette prise en charge. J'ai une question pour Julie. Peut-on associer sonde tulipe et Tecker? Claire du 57. Stéphane, je te remercie infiniment pour cette question. Je sais que tu travailles dessus. Alors, Dis-en oui. 2 mots et puis on pourra peut-être en faire un petit Je vais en dire 2 mots. Oui, bien sûr, et avec grand plaisir même. Et bien sûr que ça sera le thème d'un futur webinaire. En fait, pour la faire courte, si on résume la situation, vous l'avez compris, première séance, je fais toujours un bilan global et postural. Et si par exemple sur ce bilan, je m'aperçois qu'il y a une dynamique respiratoire inversée, malheureusement aussi en général, du coup, il y a un problème au niveau abdominale de tension et parfois aussi de constipation, comme vous l'avez remarqué. Et comme je dis toujours, on ne va pas voir le voisin du bas tant que le voisin du dessus, en fait, n'est pas compétent. Ça ne sert à rien. Donc, du coup, il faut d'abord que je m'occupe de cette sphère supérieure. Pour ça, oui, je travaille en thérapie manuelle avec la radiofréquence. Et donc, en fait, pendant que ma patiente est allongée et que je fais cette thérapie manuelle sous radiofréquence, je lui pose 2 électrodes au niveau du muscle transverse. Je mets un biofeedback libre et donc du coup ça me permet d'éduquer la patiente et qu'elle voit visuellement ce qui se passe pendant que moi je travaille en Tecker. Donc évidemment, en fait au départ c'est sur le mode capacitif, donc là je fais les discussions etc. Et dès que je suis en mode résistif, le fait en fait qu'elle va venir contracter, utiliser son muscle transverse, en plus de ça, ça modifie sa densité du tissu, qui me permet de potentialiser l'action de ma Tecker. Elle le voit en plus visuellement. Donc en fait, rien qu'avec la première séance, je fais déjà cette éducation qui va travailler tout le long de la semaine pour l'aider à intégrer. Voilà pour cette petite aparté qui n'est que le début de plusieurs prises en charge combinées en effet. Je vais répondre à 2-3 questions très rapidement. La sonde tulipe est-elle compatible avec les anciens Phoenix? Oui, et elle est compatible avec tous les dispositifs d'électrostimulation et de biofeedback. Ensuite, est-ce que la sonde est propre à la patiente? Oui, la sonde, elle est prescrite par le thérapeute. Donc le thérapeute, Julie, tu peux expliquer, fait une ordonnance, une prescription. Attendez, bougez pas. La sonde est remboursée par l'assurance maladie à hauteur de 24 €. En fait, vous avez donc du coup votre ordonnance pré-remplie
Et donc, du coup, vous avez cette fiche explicative qui explique toute la démarche à la patiente. Elle scanne son petit QR code. Elle paye sa sonde en ligne en rentrant les informations. Elle reçoit sa feuille de soins à la maison. Et donc, du coup, elle n'a plus qu'à renvoyer la feuille de soins avec la prescription que vous lui aurez faite à sa sécurité sociale. Et par la suite, elle est donc remboursée. Mais tout ce que je viens de dire, tout est expliqué en plus sur ce petit guide que vous remettez à la patiente. Question peut-être pour Dr Ndongo, est-ce qu'on peut avoir abdos plus plan profond et superficiel? C'est que, n'oubliez pas, Julie, vous avez montré, vous avez votre pod Symbio qui n'a que 2 voies, on est d'accord? Il n'y a que 2 voies avec 4 électrodes. La voie 1, c'est la voie verte et la voie 2, c'est la voie jaune. Maintenant, si vous voulez avoir 3 courbes de biofeedback au lieu de 2, eh bien, il faudra aussi avoir un deuxième pod de Symbio. C'est bien possible, bien sûr. Si vous avez 2 pods de Symbio, eh bien, vous pouvez connecter. Mais moi, je ne veux pas vous compliquer la tâche. Ça ne sert à rien d'avoir 3 courbes de biofeedback en simultané. Pourquoi? Parce que votre patient ne pourra pas suivre 3 voies en même temps. L'esprit humain, donc on ne se complique pas la tâche. Par contre, ce que vous pouvez faire, derrière cette question, il y avait une autre question derrière. C'est-à-dire que ces personnes voulaient voir le côté gauche, le côté droit, la symétrie. En même temps, je voulais voir aussi les abdominaux, comment ils fonctionnent dans ces contextes d'asymétrie gauche-droite. Alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez travailler en 2 temps. C'est-à-dire, je fais la connexion comme Julie vous a montré, c'est-à-dire je connecte la partie verte du pod. Je vais aller par exemple sur le côté droit de la patiente. Vous avez vu les 2 parties vertes. Voilà, que vous voyez le câble vert du pod. Je vais connecter ma tulipe du côté droit, par exemple. OK, du côté droit, donc j'aurai rouge-noir. Comme Julie vous montre là. Là, c'est le côté droit de la patiente qui est connecté à la voie 1. Maintenant, la voie jaune du pod, je mets sur le côté transverse. Donc là, je vais faire transverse versus le côté droit de la patiente. Alors, une fois que j'ai fait le bilan, je peux sauvegarder. Ensuite, je fais exactement le même branchement, le côté contralatéral. C'est-à-dire, je branche mes 2 électrodes vertes au niveau du côté gauche et versus les transverses. Et ensuite, maintenant, l'appareil Phoenix vous permet aussi de sauvegarder. Vous pouvez maintenant venir comparer entre côté gauche versus transverse en comparaison au côté droit versus transverse. Donc, vous pouvez travailler en mode chaîné. Vous avez plusieurs combinaisons. Et ce qui est intéressant, dans votre appareil Phoenix, on a déjà fait tous ces travaux. Vous n'avez pas à refaire tout à zéro. Donc, vous avez à peu près 15 programmes qui existent dans vos appareils Phoenix qui permettent d'avoir combinaison gauche versus abdominal, périnée droit versus abdominal, plan profond versus abdominal, plan superficiel versus abdominal, plan profond versus plan superficiel, posture, marche lente, marche rapide, saut, en dynamique, allongé. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Maintenant, c'est à vous de voir votre patiente a quel problème. Par exemple, votre patiente, ses symptômes sont majorés à la marche. Eh bien, je peux brancher, connecter ma patiente en biofeedback wireless à la marche et je connecte les différents plans et je peux faire un bilan dynamique, c'est-à-dire je mets ma patiente en situation de cette symptomatologie pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe sur son plan profond, plan superficiel, côté gauche, côté droit versus le transverse. Une question, ça paraît gros les électrodes. Alors, est-ce que peut-être tu peux expliquer quelle électrode tu utilises et comment tu fais pour capter le transverse? Au niveau des électrodes, j'utilise les petites carrées. Après, il existe aussi les petites électrodes pédiatrie, mais avec celles-ci, elles sont pas forcément trop grandes. Moi, j'arrive à utiliser celles-ci. Docteur Ndongo, c'est pareil? C'est pareil. Ces électrodes de 5 cm² sont largement suffisantes. C'est juste, il faut bien le positionner entre l'inguinal et en suspibien, entre suspibien et inguinal, le pli inguinal, vous posez votre première électrode par là, et le deuxième qui est juste qui s'évoche le premier à côté, et ça suffit, vous allez recruter tout de suite, parce que vous êtes très proche du transverse. Vous ne captez pas que les transverses à 100%, mais vous êtes très très proche du transverse, et c'est largement suffisant pour faire votre analyse.
Qui reprend du coup ce que vient aussi de vous dire Dr Ndongo. Donc, comme on vous l'a expliqué, vous aussi cette petite fiche sur le groupe qui reprend justement les différentes possibilités de, par exemple, tulipe plus électrode cutanée sur le muscle transverse, tulipe coupole gauche-droite, ou en effet tulipe gauche plus muscle transverse davantage côté gauche. Et ensuite, évidemment, on peut superposer. Comme vous l'a dit Dr Ndongo, en fait, il suffit de remodifier le nom du programme et ensuite vous pouvez faire, étant donné que ça sera le même programme mais avec un nom différent, vous pouvez même faire le comparatif et superposer vos courbes. Et surtout, il y a un programme qui s'appelle le biofeedback libre, guidé par le thérapeute, et qui, pour moi, c'est la clé. Avec ces programmes-là, vous avez la liberté de faire des électrodes massétaires versus l'atout périnéal, des électrodes abdominales versus plan profond, plan superficiel, côté gauche, côté droit. Eh bien, tout ce que vous venez de poser comme questions pratiques, technico-pratiques, eh bien, c'est de ça qu'on parlera aussi lorsqu'on fera le tour de France avec cette petite tulipe, pour qu'on puisse vous montrer en temps réel comment on analyse, comment on interprète ce qu'on voit sur l'écran, comment on modifie les valeurs en microvolts qui sont là-haut. Est-ce qu'ils sont adaptés par rapport à tel mouvement, mon tarage? Comment on fait le tarage en marche lente, marche rapide, en saut? Est-ce que c'est le même tarage qu'on doit faire lorsqu'on est allongé? Eh bien, toutes ces thématiques technico-pratiques, eh bien, on met tout à plat. Et dans une journée, je vous assure, vous rentrez chez vous avec tout est clair. N'hésitez surtout pas de venir nous joindre à nos ateliers pratiques qui vont permettre surtout d'optimiser l'usage de cette sonde, mais plus important, au bénéfice de nos patientes, car c'est vers elles qu'on veut surtout améliorer cette prise en charge. Julie, une question pour toi par rapport à ton cas. Tu ne fais aucune mesure ni RF en décubitus dorsal que debout. À la base, j'avais fait une évaluation, enfin, j'avais juste fait le testing aussi en position allongée. J'aime toujours bien ce petit programme où en plus on voit les fibres toniques et phasiques qui durent 2 minutes 30, je crois, pour en plus expliquer à la patiente ce qu'est le biofeedback et lui montrer tout ça. Après, non, mon travail, mon évaluation, je l'ai davantage fait debout puisque, étant donné qu'en plus de ça, c'est en position de situation, de vie quotidienne qu'il faut se mettre. C'est pas allongé que la patiente avait ses douleurs, c'était debout en dynamique. Donc du coup, j'ai repris mon schéma de plainte pour travailler. Et on le dit, on le répète, notre évaluation, certes, on doit commencer d'une manière le plus simple, c'est allonger, mais surtout n'oubliez pas, c'est de mettre la patiente en situation, analyser l'état de la patiente en situation, c'est là où on va voir les failles et notre prise en charge doit s'adapter par rapport à sa vie quotidienne. C'est de pouvoir lui donner le flambeau pour que ces patients puissent passer le cap. Donc si notre examen se limite seulement à allongé alors que votre patiente a les symptômes qui sont majorés en dynamique, prenez n'importe quelle symptomatologie de trouble de la sciatique pelvienne, n'importe lesquels. Vous allez voir 99,99% sont majorés en dynamique. Donc, on comprend à partir de là l'importance de cet examen analytique en dynamique, en wireless, mettant la patiente en situation, en analysant les courbes. C'est à partir de là qu'on est capable maintenant. Vous avez vu, Julie l'a dit très très bien en disant que cette patiente, si on n'avait pas cette sonde tulipe, je ne fais pas de la publicité, mais là, je suis pro-patient, moi. Hein. Vous savez, bon, je suis gynécologue obstétricien. Notre objectif, d'abord, primordial, c'est d'aider ces patientes. Julie a dit une phrase que tout le monde a entendue. Si on n'avait pas la possibilité de voir cette asymétrie, je vous assure, elle ne pourra pas aider cette patiente convenablement. Elle fera une rééducation qui va marcher d'une manière, mais qui va montrer ses limites. Et malheureusement, ces typologies des patients, vous savez la suite, celles qui vont toujours avoir mal et que les résultats des rééducations ne sont pas satisfaisants. Qu'est-ce qui va arriver, mesdames, messieurs? Vous le saviez. Elle aura des injections, elle aura des piqûres, elle va aller à d'autres techniques chirurgicales et on sait la suite. La suite, on la connaît. Donc, si vous loupez, vous, étant en première ligne, mesdames thérapeutes, si votre rééducation n'arrive pas à lever ces problématiques-là, je vous assure que cette patiente aura un parcours des combattants. Et la suite, très souvent, malheureusement, est catastrophique. On le sait, nous sommes nous tous ici des passionnés de la rééducation périnéale. Nous sommes des passionnés de cette prise en charge non évasive. Elle est en première ligne sur toutes les recommandations mondiales. Eh bien, si vous le faites très, très bien, je vous assure, vous allez sauver la vie de pas mal de nos patientes qu'on aime. Et vraiment, pour moi, c'est vous la priorité. Après, cette rééducation, elle ne peut pas sauver toute l'humanité. OK,
mais il faut qu'on arrive quand même à ses limites. Nous avons un outil aujourd'hui qui nous permet de mieux voir, mieux diagnostiquer et surtout accompagner la prise en charge. Et pour moi, la balle est dans votre camp. Appropriez-vous de cet outil, je vous assure. Alors moi, j'y connais parce que je l'ai utilisé, ça fait 1 an. Je vois tellement de choses, je suis passionné là-dessus, mais comme Julie l'a dit, ce n'est que les débuts. Je vous assure, ça va changer. Il y aura un truc qui va passer et on va passer le cap ensemble. On est de toutes les façons, on est déjà sur ces bateaux-là et personne ne va rester derrière, j'imagine. Hein. Merci. Faites-vous des formations sur le biofeedback dynamique? Oui, c'est l'objet des formations pratiques. Venez, vous ferez du dynamique à toutes les sauces, monsieur Ndongo. Et ce qui est intéressant, alors il faut ajouter ça parce que les personnes qui entendent dynamique se disent waouh, comment ça s'est passé? Alors, dans le strict respect de l'intimité de tout le monde. C'est-à-dire qu'on pose la sonde, Julie ne l'a pas évoqué, vous pouvez poser votre sonde, on demande aux patientes de porter des leggings. Donc elles vont porter ses vêtements comme dans sa vie quotidienne. On n'est pas là en train de regarder le périnée comme ça, mais au contraire, la patiente est en mode debout, en marche lente, marche rapide, on analyse les courbes, on fait des tarages adaptés en dynamique. Je vous assure, c'est passionnant, c'est intéressant et c'est de ça qu'il s'agit. Venez nombreux sur nos ateliers pratiques sonde Tulipe et vous verrez que c'est possible. C'est vrai que pour la personne qui ne l'a jamais fait, je vois la difficulté, mais ne vous inquiétez pas, que ce soit à Nice avec Julie, que ce soit à Marseille avec Hervé, ou que ce soit dans plusieurs villes en France, on va vous accompagner. L'objectif, c'est de faire en sorte que vous puissiez utiliser ces dispositifs. Et d'ailleurs, je demande ça à Stéphane, n'est-ce pas, c'est gratuit? Absolument. C'est te tourner, vous vous rendez compte, on n'est pas là pour gagner de l'argent, vous avez bien compris, c'est gratuit. On va venir vers vous, il suffit juste de vous inscrire. Attention, les places sont limitées, on ne peut pas prendre 60 personnes parce qu'il faut garder la qualité. Donc, enregistrez-vous le plus tôt possible, occupez ces places, mais s'il vous plaît, une fois que vous êtes enregistré, venez. Parce que si vous prenez la place et que vous ne venez pas, pour celles qui n'ont pas pu s'inscrire, ça sera un peu dommage. Donc, s'il vous plaît, quand vous êtes inscrite, j'en ai vu, hein, moi j'ai fait une formation sur site, il y avait des inscrits, bon, qui n'ont pas pu venir, mais s'il vous plaît, quand vous occupez la place, sachez que d'autres ne pourront plus l'occuper. Une fois inscrite, venez nombreuses et nombreux, c'est pour vous. Alors, quand et où les formations vont être diffusées sur le site internet? Sur le groupe WhatsApp, dès après ce live, les formations seront diffusées sur le site internet, vous pourrez vous inscrire. On a une question, où est-ce que les patients peuvent l'acheter? Il y a 2 solutions. Soit vous ouvrez un dépôt-vente, on a mis un système de dépôt-vente en place où on met à disposition gratuitement des sondes Tulipe et via un système de QR code, votre patiente l'achète sur internet. C'est extrêmement simple. La patiente a un QR code scan après que vous lui ayez remis son ordonnance de sa prescription. Elle va sur Internet, elle l'achète. Et vous, en tant que thérapeute, vous avez un suivi en live via un QR code de vos prescriptions et vous savez quelle patiente a acheté sa sonde pour pouvoir lui remettre. Sinon, vous avez aussi la possibilité de prescrire via une pharmacie. Dans ce cas-là, si vous avez une pharmacie de proximité, vous nous envoyez un mail à madametulipe@vivaltis.com et on s'occupera de faire référencer la sonde dans votre pharmacie partenaire si votre pharmacie n'avait pas référencé la sonde. Est-ce qu'il y aura des formations en Hauts-de-France? Oui. Comment faire pour s'inscrire aux formations sur le site internet? Est-ce qu'une formation anorectale en visio c'est possible? Non, puisque c'est des formations pratiques. Les formations anorectales, franchement, mesdames, messieurs, je vous invite d'aller sur le site. J'ai essayé de faire tout le moyen pour faire ces formations en ligne, mais le problème, vous savez, on travaille sur 2,5 cm à 3 cm, la partie haute du canal anal, la partie médiane, la partie basse du canal anal, le réflexe recto-anal unibitaire, la partie haute du canal anal, le réflexe recto-anal sphinctérien, la partie basse du canal anal. Eh bien, si vous montrez sur 1,5 cm de mouvement, c'est vraiment très technique. Et le plus important, c'est de faire quoi? C'est de vous montrer comment faire. C'est-à-dire, en fait, une fois la pratique, c'est 80%. Hein. Le 20%, c'est théorie, mais le reste, vous êtes en pratique. Entre consoeurs, on se regroupe en différents groupes et puis vous pratiquez vous-même, vous sortez du bâtiment, dans une journée, vous savez tout faire.
parce que vous allez faire de petites erreurs qu'on va corriger. Comme ça, quand vous êtes chez vous avec votre patiente, vous êtes beaucoup plus à l'aise. Cette formation, franchement, je vous conseille de la faire pratique. Et surtout, il y a des ateliers, d'ailleurs, tu nous avais donné une date précisément, le 11 avril. Le 11 avril, et attention, hein, comme je l'ai dit, les places sont limitées. On ne peut pas mettre 50 personnes dans cette formation. Les places sont vraiment limitées. Inscrivez-vous le plus tôt possible pour gagner cette place-là. Et surtout, profitez-en. Hein. Alors, question pour vous deux. En position debout, en statique, attends-tu 10% de tonus de base automatique au repos? Très, très bonne question. Attention, hein, le tonus de base du périnée allongé n'est pas forcément le même quand on est debout. Et en plus, selon les patientes, c'est-à-dire si vous prenez une patiente athlète, je vais dire athlète pour tirer l'attention sur, elle a un tonus de base, on va dire, qui est beaucoup plus élevé. On va dire ça comme ça. Eh bien, vous aurez par exemple 4-5 microvolts. Mais ce chiffre n'est pas le même chez une autre patiente. C'est pour cela que c'est intéressant de voir cette patiente, quand elle est allongée, quel est son tonus de base? Quand elle est debout en statique, quel est son tonus de base? Il y a 2, 3, 4 microvolts, c'est tout à fait normal. Ces patientes, quand elles marchent lentement, elles passent de 4-5 microvolts à 7-8 microvolts. Quand elle marche rapidement, elle sera à 9, 10, 11, 12 microvolts. Quand elle fait un jogging, elle passe à 15, 16, 17. Vous voyez? Donc, cette patiente aura une progression en mode escalier en fonction de son activité, du debout statique jusqu'en mouvement. Donc, le tonus de base n'est pas forcément zéro. Et même si cette patiente est debout et que la courbe vraiment est à plat, est-ce que réellement c'est zéro? Vous comprenez? Et donc, si vous voulez voir le petit mouvement quand c'est à plat, vous allez lisser, vous allez enlever le lissage. Nous avons un paramètre dans vos appareils Phoenix qu'on appelle le lissage. Si vous mettez le lissage à 1 et que cette patiente est debout, vous verrez que la courbe n'est pas zéro. Vous aurez, moi j'appelle ça les artefacts, mais en réalité, c'est un tonus de base physiologique qui n'est pas forcément à zéro. Et tous ces petits détails que vous venez d'évoquer, quel est le tonus de base de Madame Lambda en étant debout statique, comparé à Madame Beta. Vous le verrez, et c'est en fonction de chaque patiente que vous, maintenant, vous allez corriger les déficits pour améliorer son tonus de base, améliorer son tonus de base en marche lente, en marche rapide, etc. Le tarif TTC de la sonde, c'est 29,90 €. Vous avez une prise en charge par l'assurance maladie à hauteur de 25,92 €, ce qui fait un tout petit peu moins de 4 € de reste à charge patiente. Formation anorectale, 11 avril, et une autre a été fixée le 10 octobre, toujours dans les locaux à Montpellier. Montpellier, Vivaltis, 200 rue de Thor. Quelle autre question? Une thématique pour vous deux, c'est quelle serait l'attente en termes de progression en microvolts entre le début de la prise en charge et la fin de la rééducation? Alors, compliqué, n'est-ce pas? Ce que je dis à mes patientes, c'est qu'il y a toujours le quantitatif et le qualitatif. Ce que je préfère avant tout, c'est d'avoir des courbes qualitatives de qualité. Je préfère un périnée qui quantitativement va peut-être sortir des valeurs moins importantes que d'autres, mais si la patiente sait le contrôler, si on a une harmonie justement de latéralité, si on a une harmonie de dynamique respiratoire, on aura beaucoup moins de problématiques. Bien sûr, Julie, je te joins. La rééducation, elle ne peut pas se résumer par rapport aux valeurs qu'on reçoit sur les courbes de biofeedback. Il y a tout un travail de prise de conscience, de synergie abdominopelvienne, de posturale, de renforcement de la proprioception, du lever, du tonus de base, d'hypertonie par exemple, le travail de la bonne posture, l'amélioration du tonus des bases. Vous voyez, c'est tout ça qu'il faut d'abord travailler, et c'est tout ça qui fera que ces microvolts symboliques, on va dire, qu'on a en haut à droite de notre écran, vont évoluer au fur et à mesure. Et surtout, n'oubliez pas, cette rééducation, elle se veut, d'abord on part sur les bases, le plus simple, et progressivement, on va améliorer la difficulté, on va améliorer cette proprioception, et si on fait bien ce travail-là, eh bien, on aura une nette amélioration. Alors, on peut le voir facilement, on va dire, chez des jeunes patientes
comparé aux patientes beaucoup plus âgées. Mais attention, on peut avoir aussi des patientes beaucoup plus âgées qui ont un périnée parfait. J'en ai vu des jeunes patientes en postpartum après 2, 3, 4 accouchements difficiles qui ont du mal à améliorer. Donc, n'oublions pas qu'il y a la vascularisation. Nous avons aussi la neurologie. Si les nerfs ont été tellement étirés lors de ces accouchements, si le traumatisme était majeur, si cette chirurgie et cette cicatrice, il y a des adhérences, si cette patiente a d'autres contraintes liées au diastasisme, etc. Donc, vous voyez la posture. Et s'il y a d'autres pathologies systémiques qui interviennent, eh bien, tous ces éléments, malheureusement, peuvent peser et on se retrouve avec des valeurs qui sont non satisfaisantes. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Julie, qualitativement, progressivement, il ne faut pas juste qu'on régale les chiffres. Si je peux rajouter, grâce à cette sonde Tulipe, tu parlais de vascularisation, de trophicité, on a ce courant trophique justement. Je vais déjà aller plus loin. Oui, ça m'arrive de le faire pendant que je suis au TKR sur la partie du dessus. Tant qu'à faire, vous allez pouvoir travailler sur le voisin du bas et le voisin du dessus. Grâce à la sonde Tulipe, on peut déjà mettre un courant justement cutané trophique et travailler différemment au-dessus. Ces programmes, ils se trouvent dans l'action thérapeutique. Si vous partez dans la rubrique drainage et trophique, vous avez pas mal de courants. La CMLV, cellule musculaire lisse veineux, ce sont des courants qui ont une paramètre de stimulation. La fréquence est entre 1 à 6 Hz et la largeur d'impulsion, on est entre 2 à 6 millisecondes. Il faut augmenter l'intensité du courant jusqu'à l'obtention de battements pulsatiles. Je dis bien pulsatile, le pouls. Une fois le patient sans le battement, on s'arrête là. Vous êtes en train de drainer. Maintenant, le positionnement d'électrodes, ça peut être la sonde endocavitaire vaginale, ça peut être les électrodes externes. Vous pouvez aussi drainer les membres inférieurs, y compris la partie pelvienne. Donc, tous ces détails, positionnement d'électrodes, etc., ça fait partie aussi des choses qu'on peut aussi vous donner lors de nos ateliers. Et d'ailleurs, votre concert, Julie, vous avez vu, dès le début, avec cette hypertonie, quand on a une hypertonie, qu'est-ce qui se passe? Les échanges intra-extracellulaires diminuent. Et donc, si je peux drainer, en même temps faire du massage, vous comprenez bien que je suis en train de dénouer cette hypertonie. Donc, je suis en train de relâcher. Donc, travailler l'aide de tous ce que dont vous avez en face de vous. Vous pouvez poser des électrodes, vous pouvez poser la sonde endocavitaire, que ce soit la sonde Tulipe ou une autre. Eh bien, tous ces courants existent dans vos appareils Phoenix, que ce soit les Liberty, les Neo ou les Micro. Ça s'appelle la stimulation drainante ou la stimulation trophique. C'est du CMLV et je vous recommande fortement, même pour la bonne cicatrisation, etc. Peut-être répondre à Mounia sur, puisqu'elle dit on fait debout en marchant, alors le terrage se fait aussi en marchant. Donc peut-être faire un focus sur le tarage en dynamique. Alors, oui, c'est vrai que j'ai parlé rapidement. En fait, le tarage doit être fait en fonction de l'activité de la séance. Je m'explique. Je vais faire travailler ma patiente debout statique. Donc vous comprenez bien, je dirai à ma patiente debout d'abord. Et puis, je ferai mon tarage debout statique. Contractez, madame, relâchez. Je vais valider la voie 1, la voie 2, abdominale, contracter ou tousser, etc. Donc, j'ai fait mon tarage debout statique. Mais si je vais faire travailler ma patiente en marche lente, ok, et que à un moment donné, je demanderai marche rapide. Donc, j'aurai deux activités ici, marche lente et marche rapide dans la même séance. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire mon tarage par rapport à l'activité majorée. Qu'est-ce qui signifie majorée? Entre marche lente et marche rapide, qu'est-ce qui est majoré? Ça sera marche rapide. Donc, lors des tarages, je demanderai à ma patiente de marcher rapidement et puis je lui demanderai si je veux une contraction associée ou pas. Donc, mon tarage a tenu compte de l'activité majorée de la séance. Là, par exemple, ça sera marche rapide versus marche lente. Et donc, le tarage doit toujours... Vous ne pouvez pas faire un tarage allongé et puis vous lancez la séance et puis vous demandez à votre patiente de courir. Eh bien, tout de suite, vous allez plafonner parce que vos valeurs ne sont pas adaptées par rapport à l'activité. Donc, le tarage doit toujours tenir compte de l'activité majorée de la séance. La séance, c'est-à-dire ce que vous allez faire aujourd'hui, c'est de cela, vous allez prendre l'activité majorée de ce que vous allez faire et c'est à partir de là que vous allez tarer votre courbe.
Mais c'est ce qu'on reverra aussi durant les journées en pratique. Bien. Et du coup, on vous montrera aussi comment modifier pour en fait pouvoir aussi bien comparer les courbes. Parce que si dès le départ, nous avons un tarage différent, ça sera plus compliqué. Tandis que du coup, on va faire la moyenne où on se remettra aussi sur la valeur la plus haute pour justement mettre en évidence la problématique et que la patiente aussi s'en rende compte. On ne peut que comparer ce qui est comparable. On prendra le courbe dans le même contexte pour le comparer. On ne peut pas comparer une courbe allongée et une courbe debout. Et on va comparer du côté gauche et du côté droit dans le même contexte. Eh bien, tous ces détails, ces questionnements que vous aviez, c'est pour cela le live d'aujourd'hui est important parce qu'il vous annonce cette possibilité avec toutes les pistes que vous avez vues dans le cas clinique que Julie nous a montré. Et nous, maintenant, on viendra sur la pratique sur vos appareils, l'utilisation sur vos sondes de tulipes et comment optimiser, comment faire ce travail dynamique. Je vous assure, c'est très passionnant. À répondre encore à Mounia pour le tarif de la sonde en pharmacie, un tarif conseillé. On ne peut pas leur imposer le prix de vente. Donc la meilleure solution, je dirais, pour garantir un prix de vente qui soit non augmenté, non majoré, c'est de faire un dépôt-vente. Ou alors vous insistez auprès de votre pharmacien pour qu'il soit raisonnable la majoration du prix de vente. Mais on ne peut pas imposer un prix de vente à une pharmacie, malheureusement. Je suggère que l'on termine avec les questions, sachant que, et c'est une des annonces de ce live, nous allons proposer un rendez-vous par mois avec Dr Ndongo et un ou plusieurs thérapeutes en fonction des cas pratiques qui vont être exposés dans ce live. Et donc, les thérapeutes auront l'opportunité de poser des questions thérapeutiques comme aujourd'hui pendant ce live. Et donc, on aura un rendez-vous mensuel. Et je te remercie, Dr Ndongo, d'avoir cette disponibilité puisque c'est une forte demande des thérapeutes. Voilà. Oui, au bout du fil, vous savez, ce sont les patientes et les patients, bien sûr. Et donc, on s'est dit, alors, nous aurons un live comme celui-là, par exemple, à peu près 2 heures mensuellement. Et nous sommes en train aussi de travailler sur comment filmer les formations de 2 jours qu'on avait l'habitude pour éviter que tout le monde se déplace, pour que ça soit à libre accès sur les sites Phoenix. Donc, on est en train de faire des vidéos. Ça va prendre un peu de temps. Juste, on vous demande d'être un tout petit peu patient. Mais on aura aussi l'opportunité également de répondre à ces questions. Il y aura même certains thérapeutes qui pourront, pourquoi pas, participer à ces séances questions-réponses qui vont nous enrichir, nous tous d'ailleurs. Dans le groupe WhatsApp, vous aurez également l'opportunité de recevoir ces vidéos. D'accord ? Vous pouvez aussi poser vos questions dans le groupe WhatsApp à tout instant. On fera nos meilleurs efforts pour y répondre dans les meilleurs délais. Des vidéos vont être tournées, l'utilisation de la sonde Tulipe, des aides, on va dire pratico-pratiques. Donc elles seront diffusées à la fois sur le site internet et sur le groupe WhatsApp. Vous avez un espace dédié aux thérapeutes qui s'appelle Partage de connaissances sur le site internet, où vous pouvez aussi retrouver plein de tutos qui peuvent vous aider, des cas pratiques, des cas cliniques, nos études cliniques. Puis, on peut également tourner à votre demande des vidéos explicatives sous délai, puisqu'il nous faut du temps disponible pour le faire, mais c'est possible également de le faire à la demande. On le fera avec plaisir si ça présente un intérêt pour la communauté. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les deux pour cette première. Merci pour votre disponibilité. Merci Julie d'avoir préparé ce cas. Merci à vous. C'était très intéressant de montrer ce qui est possible de faire avec la sonde Tulipe qui n'était pas possible de voir avant, en tout cas d'évaluer. Je vous dis au prochain live alors. Merci. Avec grand plaisir. Merci en fait de travailler sur des produits qui nous aident à évoluer nous aussi et à faire évoluer nos prises en charge pour nos patientes. On a besoin d'industriels comme vous pour faire ça. Donc un grand merci de la part de tous les thérapeutes. C'est l'ADN de Vivaltis, c'est l'ADN de Phoenix et de son fondateur Georges Billard. Merci à toi Georges. Merci infiniment. Voilà. Merci à tout le monde et c'était un grand plaisir de partager
avec vous ces lives. Bonne soirée. Merci. Merci, bonne soirée. Au Bonne revoir. soirée à tout le monde.